populaire, démocratique, pertinent, charismatique. Je vais pas dormir ce soir, moi. Mais c'est pas grave, ça te permettra de continuer. Déjà que je dors pas beaucoup. Voilà, ça te permettra de continuer à réfléchir et analyser. Voilà, donc... On y va pour la crise bancaire et la crise démocratique, Fabrice. Voilà, quand je t'ai eu ces derniers jours, je t'ai proposé en fait comme thématique, pas simplement crise bancaire, mais crise bancaire et crise démocratique. Je pense d'ailleurs que désormais, depuis que le secrétaire général de la CFDT a parlé d'une crise démocratique, on peut tout à fait qualifier la situation de crise démocratique sans être immédiatement traité de gauchiste ou islamo-gauchiste. Hein. Donc je reprends exactement cette expression tout à fait. Du secrétaire général de la CFDT. Tu te mouilles pas. Ah ben non. Ah mais écoute, on reprend les propos officiels du secrétaire général de la CFDT. Donc, et puis je me suis posé la question hier soir, je dis quand même, au moment où j'en avais parlé avec toi, sur la crise bancaire, il y avait la crise bancaire, et puis plus rien. Et puis hier soir, juste avant de me coucher, j'ai quand même jeté un dernier coup d'œil sur Internet. Sur BFM. Non, sur Internet. Absolument pas. Il a ses sources. D'ailleurs, voilà. Fabrice, je ne sais pas si tu as écouté l'émission en amont, mais je t'ai fait un beau clin d'œil avec cette Marseillaise des casseroles que tu nous as transmis, extrêmement bien faite. Et j'ai invité auditeurs, auditrices. Vous allez normalement sur le groupe Facebook. Elle devrait apparaître dans pas longtemps. Fabrice Aubert, Facebook. C'est la Marseillaise des casseroles. Elle a beaucoup de sens et je l'ai trouvée. Et puis en plus, elle n'est pas virulente. Donc ça, c'est important. Elle est percutante, certes, mais elle est vraiment sympa. Fabrice, je t'en prie. Il y a un peu d'humour dedans. Bon, il en faut. Donc quand j'ai commencé à parler avec toi il y a plus d'un mois de l'idée de faire une émission sur la crise bancaire il y était, puis depuis plus rien. Mais donc, hier soir, juste avant d'aller me coucher, je tombe sur ce titre, la bourse de Paris se crispe un peu face aux tensions bancaires. Et voilà que c'est reparti pour un tour, puisque il y a toute une série de banques, d'ailleurs un deuxième titre, de l'AFP toujours, la bourse de Paris rattrapée par les craintes bancaires. Donc on voit qu'en définitive, on n'est pas sorti de la crise. Alors je rappelle l'origine, parce que tu sais, les médias, ils sont faits de telle manière que dès que c'est passé 15 jours, tu as déjà oublié tout ce qui s'est passé auparavant. Les médias de masse, en effet. Les médias de masse. Les médias pour les poissons rouges. Ouais, moi je suis sorti du bocal depuis longtemps. Oui. Heureusement. Tu es devenu presque un requin, mais un requin gentil. Un requin de la finance, mais un requin... Ouais, exact. Non, un gentil dauphin. Un gentil dauphin, allez. Alors, il faut se rappeler donc comment tout ceci a commencé. D'abord par la faillite de 3 petites banques américaines qui étaient toutes centrées sur le Bitcoin. À Silicon Valley, c'est ça? Non, c'est après. Il y a eu 3 petites banques qui ont fait faillite, et même que Touati... Pas si petites que ça. Non, elles étaient petites. Petites. Okay. Hein, et d'ailleurs, Touati... un éminent voilà, elle ne peut pas mieux trouver que Marc Touati comme économiste financier du purisme, du libéralisme. Hein. Il disait 3 faillites bancaires en 4 jours aux États-Unis. 3 faillites bancaires en 4 jours, c'est du jamais vu. Mais c'était 3 petites banques. Et après, on a eu la faillite de la SVB, qui est une petite banque en rapport à d'autres. C'est pas une banque systémique. Voilà, c'est pas une banque systémique, mais ça posait problème. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Enfin, d'abord, pourquoi la crise? Pourquoi ces faillites? Pourquoi il y a eu ces faillites? D'abord, cette banque, elle était spécialisée sur le financement des startups dédiées aux nouvelles technologies. Et il faut le savoir, ce qu'on appelle les startups, c'est quand même un secteur à risque, c'est-à-dire qui a besoin de beaucoup de capital au début pour démarrer et dont le rendement potentiel ne peut se faire qu'après le développement de leurs propres produits technologiques. Et donc, ça demande un certain temps avant le retour sur investissement. Bon. Quand il y est. Hein? Quand il y est. Quand il y est. Mais ça demande un certain temps. Et le problème qui se pose, c'est que avec la crise du Covid précédente, les États-Unis avaient
allongé la sauce, c'est-à-dire mis des billets en très grande quantité, parce que de plus, pour sauver le peuple américain de la crise du Covid, comme ils n'ont pas de sécurité sociale, comme nous, chez nous, c'est la Sécu qui a payé les médicaments, les hôpitaux, Et heureusement d'ailleurs. et les vaccins, d'accord? Mais aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Donc en fait, c'est le gouvernement américain qui, parce qu'il ne pouvait plus faire autrement, Qui a fait la sécurité. qui a fait la sécurité sociale sans qu'elle existe. Et ça a généré un niveau d'endettement du gouvernement américain dans des niveaux jamais vus. Jamais vus. Donc tu veux dire que la sécurité sociale en France génère un niveau d'endettement jamais. C'est à cause de ça qu'on est dans l'endettement. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Voilà. C'est l'inverse. Ah ben là, tu le fais exprès, là. Provocateur, va. Il Non. faut bien qu'on te provoque. Eh oui. Donc, les États-Unis n'ont... Léa Salamé de... Voilà, c'est ça. Version masculine. Voilà, version masculine, il n'y a pas de jupe. Et Hein. aussi jeune qu'elle. Jeune, mais moins jolie. Ouais, tu sais, la beauté, elle est que l'esthétique extérieure, parce que quand tu l'écoutes, C'est la beauté de l'art. c'est... La beauté. C'est C'est autre pas chose. joli, joli. C'est autre hein. chose. Allez, allez. Ah. Laissons Léa Allez. Salamé Bon, à sa place. fermons la parenthèse. Exactement. Donc, si tu veux, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Comme le niveau d'endettement de l'État était très important, qu'en même temps, cet argent circulait à flot entre les banques et les entreprises, vu l'inflation qui arrivait, l'inflation qui traduit un écart entre la masse d'argent en circulation et la masse de biens en circulation, qui fait qu'à un moment donné, il y a un tel écart qu'il faut rattraper, et tu rattrapes par les prix. Je vais vite, hein, ne pas faire l'inflation. Je Bon. t'en prie, il nous reste Et- 25 minutes. Ah putain. S'il te plaît, Fabrice. Qui est sur Radio Galère. Modère tes propos. Et donc, à ce moment-là, la Fed, qui est l'outil de la politique monétaire américaine, comme chez nous en Europe, la BCE, a commencé à remonter les taux d'intérêt. Et à partir du moment où la Banque centrale remonte les taux d'intérêt, ça veut dire que le loyer de l'argent, c'est-à-dire l'argent que tu empruntes pour financer tes opérations, devient plus cher. Or, il faut savoir que tous les jours, vous avez ce qu'on appelle des prêts interbancaires, selon ce qu'on appelle le taux REFI. C'est le taux de refinancement financier interbancaire. Oui. C'est ça ce que ça veut dire. Bon. Et donc, en règle générale, ce taux REFI est très bas, parce qu'il y a une confiance entre les banques. Et si tu veux, par exemple, la Société Générale a besoin du jour au lendemain de 10 millions parce qu'on lui demande 10 millions, elle va taper à la porte du Crédit Lyonnais et le Crédit Lyonnais va lui donner 10 millions à 0,1% de taux d'intérêt. D'accord? C'est la confiance. C'est la confiance. Oui, et d'ailleurs, on a même la France qui parfois empruntait même à moins en négatif. Ça, c'est une autre Oui, mais histoire. là c'est entre banques. Oui, entre exactement, banques, c'est hein. interbancaire. C'est pas l'État. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la Saving Bank, hein, la SVB, exactement, n'a pas pu emprunter de l'argent à des banques à côté parce que circulaient des informations sur le risque bancaire de la banque. Donc on lui prêtait plus à des taux bas ou alors. Voilà, le taux, il ne pouvait plus. Il pouvait plus Et emprunter. donc, de fait, son besoin de financement de court terme, parce que si tu veux, admettons que les 10 millions que le Crédit Lyonnais a prêté à la Société Générale, 2 jours après, c'est peut-être le Crédit Lyonnais qui aurait eu besoin de 10 millions et la Société Générale aurait eu, à ce moment-là, les liquidités pour lui reprêter les 10 millions en question. Et au bout du bout, ça fait 0 en termes d'écriture comptable. Ça bouge Nous sommes pas, d'accord, ça bouge ça pas. bouge pas. Quand il y avait tapis, ça faisait pas zéro. Bah, arrêtez de me perturber. Bon. C'est Nicolas Demont. Marchand de tapis, va. Ouais, c'est ça. Marchand de tapis. Bon. Décidément, on les retrouve tous. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la SVP peut plus financer alors qu'on lui demande de tenir sa parole en termes d'argent. Si elle peut plus financer, ben elle fait faillite. Et alors, le risque qui s'est posé à ce moment-là, et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, c'est que soit on faisait comme à l'époque en 2008 avec Lehman Brothers, c'est-à-dire on n'intervenait pas, et alors Lehman Brothers s'écroulant, on a vu ce qui se passait après, soit l'État intervenait pour Renflouer.
pour récupérer les actifs de la banque et ses dettes, mais sans payer les actionnaires. Ça c'est aux États-Unis, hein, Fabrice Aubert, Oui, on est bien d'accord. les 9h05 sur les ondes Radio Galère. Donc en fait, une fois de plus, c'est l'État qui a sauvé cette banque. qui est venu au secours des banques. Et c'est là où, bon, je ne peux pas développer parce qu'on n'a plus le temps, dommage, mais là, il faut faire le lien, si tu veux, avec ce qu'est la crise démocratique. Alors, on a déjà la crise démocratique avec la loi sur la retraite, je te parle de la France, où on a vu comment c'est passé et où, rappelle-toi la définition de Montesquieu de la démocratie, il connaissait 3 pouvoirs dans le souverain. Oui. Le pouvoir législatif, faire des lois, le pouvoir exécutif, exécuter les lois, le pouvoir judiciaire, sanctionner ceux qui ne respectent pas la loi. Et il disait, je veux une telle organisation qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Or, aucun des autres pouvoirs différents de celui du président de la République, que ce soit l'Assemblée nationale qui n'a pas pu voter le texte, ou le Conseil constitutionnel qui ne l'a pas censuré, alors qu'il y avait, je l'affirme ça, il y avait toutes les raisons juridiques, et j'ai fait 1 an de droit constitutionnel à l'université, il y avait toutes les raisons juridiques, du fait ne serait-ce que par les cavaliers utilisés qui ont empêché le débat à l'Assemblée nationale, l'utilisation du 49.3, qui empêche le vote des députés qui sont pourtant les représentants du peuple souverain pour voter la loi. Donc si tu veux, tout a été mis sous le tapis. Donc déjà, il y a ça. Mais je dirais à la limite, c'est presque un détail, parce que je veux faire le lien entre crise bancaire et crise démocratique. Pour toi, c'est complètement lié. Absolument. Parce que d'où vient le mot démocratie? Ça vient de 2 mots grecs, démos, kratos. Démos, c'est le peuple. Kratos, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ouais, la puissance. Démos, d'ailleurs, ça donne démographie. Et kratos, c'est cratère, cratère du pouvoir. Et la démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple. Mais si jamais tu es confronté à un gouvernement qui répond davantage aux besoins des banques qu'aux besoins du peuple, tu n'es plus dans une démocratie au sens où tu réponds à l'intérêt général du peuple, d'où la réforme des retraites, tu ne réponds pas aux besoins du peuple, mais comme l'a dit Macron, l'a avoué au dernier moment, c'est pour répondre aux marchés financiers et aux agences de notation, c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui l'a dit. Bon. Donc de fait, tu te trouves dans un pouvoir au service des banques. Et si tu es dans un pouvoir au service des banques, tu n'es plus dans un pouvoir au service du peuple. Si tu n'es plus dans un pouvoir au service du peuple, tu n'es plus en démocratie. Juste une parenthèse. Rapidement, Christian. En France, il y a 4 banques systémiques. Tu es d'accord avec moi? Tu peux les rappeler? Sur l'Europe, rappelle-nous il y en a 8. La France en détient 4. Si la France s'écroule, c'est 4 banques qui sont systémiques, on l'appelle. C'est-à-dire chacune peut faire écrouler. Tu peux les rappeler, Christian? Le système mondial, je ne les ai pas en tête, mais tu les connais beaucoup mieux que moi. Est-ce qu'il n'a pas intérêt justement à faire des mesures qui permettent la sauvegarde de ces 4 banques systémiques qui risquent justement, chacune d'entre elles peut causer un écroulement, une crise mondiale au niveau économique? Ta question est intéressante. Les banques systémiques, c'est qui? C'est le Crédit Lyonnais, Société Générale, Banque Nationale de Paris, et puis BNP. BNP, oui. Voilà, grosso modo, la domination bancaire. Voilà. Mais, qui sont dans alors, France. Sur mais, les 8 oui, qu'il y a dans l'Europe, c'est 4 en France, c'est-à-dire la moitié. C'est énorme. Ta question est intéressante, mais tu obères une question qui est extrêmement importante pour la démocratie. Quand Montesquieu définit la démocratie, est-ce que la monnaie existe? Je ne peux pas te dire. Oh! Je ne peux pas te dire si la monnaie existe. Enfin, il y a le louis d'or, au moins. Oui, il y a le louis d'or. C'est vrai, ça existe. Il y a le louis d'or. Et ce qu'on appelle la souveraineté, c'est le pouvoir des rois de frapper monnaie. Oui. C'est ça qui définit la démocratie, la souveraineté du peuple. Bon. Dès lors que Montesquieu définit la démocratie en reconnaissant 3 pouvoirs et que la monnaie existe dans son temps, déjà à son époque, on ne peut pas, si on crée un 4e pouvoir qui s'appelle le pouvoir monétaire, avec une institution dédiée en Europe qui s'appelle la BCE, Banque Centrale Européenne, que pour ma part j'appelle la Bastille du capitalisme européen,
on comprend bien que de fait, la démocratie est confisquée et qu'elle est transférée aux banques. On est bien d'accord. Alors que la monnaie est l'expression de la souveraineté. En privatisant la monnaie, elle devient argent qui s'accumule contre le peuple. Donc c'est bien une démocratie des banques, et comme les banques font partie de la financiarisation de la société, du marché, on peut dire que sans le dire, sans aucun vote du peuple, nous sommes passés de la démocratie, c'est-à-dire pouvoir du peuple, à la démocratie de marché, où le marché est au-dessus de la démocratie. Est-ce que c'est clair? C'est très clair et il nous reste un quart d'heure, c'est un dossier délicieux et percutant. Alors, comment faire justement? Parce que Eh ben, poursuis Fabrice, je t'en prie. Qui tient le monde, hein. Il ne tient pas que la France, il tient l'ensemble de la planète. La finance, oui. La finance. Mais parce qu'on l'a laissé faire. Ou même pire que ça. Les gouvernements successifs se sont donnés au marché. Parce que les politiques libérales qui ont été suivies depuis 1971 et la crise du système de Bretton Woods a toujours été de donner au marché privé les rênes et les pouvoirs de gestion des sociétés. Jusqu'à la mondialisation, qui est le système le plus cohérent et le plus global de la domination de la finance sur les peuples. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de mondialisation, parce que si tu veux, la mondialisation, c'est une forme de Deus ex machina qui nous paraît lointain et inaccessible. À la place, il faut utiliser un terme précis. Le capitalisme mondialisé. Le capitalisme financiarisé, mondialisé. Et là, tu remets des mots qui permettent aux politiques de reprendre part. Tu veux une solution? Il faut que la monnaie redevienne un outil public au service des peuples. Il doit y avoir une disparition totale des banques privées. La monnaie ne peut pas être un bien privé, puisque c'est un bien public qui sert aux échanges, à faciliter les échanges entre les agents économiques produisant des richesses à contenu différent. Est-ce que les banques centrales, c'est un peu en quelque sorte des banques publiques? Non. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas le voir comme ça? Tu parles de la BCE notamment, la Banque Centrale Ou la Européenne. Fed, par exemple, aux États-Unis, comme tu as dit, qu'il y avait de l'argent pour renflouer des banques privées. Alors en fait, oui. Alors la Fed est un outil qu'on pourrait dire quasi public, mais qui est maîtrisé par la finance privée. Puisque ce sont les banques privées américaines qui ont constitué la Fed. Et le début de la Banque de France, c'est la même chose. La Banque de France, dans son origine historique, c'était une banque privée. Et en fait, c'est justement du fait des crises qu'on a nationalisé la Banque de France. Et que l'État s'est en plus à l'époque donné d'un outil de refinancement qui s'appelle le Trésor. Trésor public. Et qui permettait à l'État de ne pas s'endetter. Puisqu'il demandait des prêts à la Banque de France pour financer la construction des autoroutes, des centrales nucléaires, des centraux téléphoniques, et des hôpitaux, etc., etc. Et donc, après, le remboursement se faisait sur l'activité générée par toutes ces installations. Sur la productivité. Pas sur toutes les installations. Par exemple, quand tu fais un hôpital, tu t'endettes. Tu t'es endetté auprès de la Banque de France par l'intermédiaire du Trésor. Mais après, il y avait les infirmières. Les infirmières, elles étaient payées en salaire, mais elles payaient des impôts. Donc, l'activité qui était générée venait détruire, voilà. Et où les taux d'intérêt pour les banques privées n'existaient pas, puisque c'était un circuit public. Alors, le problème, c'est qu'on a dénoncé ça comme étant la planche à billets, mais ce n'était pas une planche à billets. Enfin, aujourd'hui, depuis la crise de 2008, la planche à billets, elle n'a pas cessé de fonctionner, mais toujours du public vers le privé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et donc, ça finance uniquement l'activité privée. Et les gens, aujourd'hui, sans s'en rendre compte, prennent des coups. Et les coups de fouet qu'on reçoit, c'est du fait de ce circuit financier privé.
c'est l'argent qui nous fouette. Là, tu as parlé de la Fed qui était publique, mais à la fois la Banque centrale américaine et contrôlée par le privé. Est-ce qu'il en est le même pour la Banque centrale européenne? Alors, la Banque centrale est une institution. Alors, Et ça, elle a statut d'institution. c'est-à-dire, Eh bien, c'est une institution à part des États. Au même titre que... elle est aussi contrôlée par le privé? Si ou tu est-ce veux. qu'elle est publique au niveau Non, de... elle est publique. Ah, elle est publique. Elle est publique. Mais elle est publique. Mais en fait, elle est au service des marchés. Et c'est pour ça qu'on l'a rendue indépendante des États. Quand tu fais la monnaie, enfin la création monétaire des banques, quand tu la rends indépendante du pouvoir, ça veut dire que tu vas plus dépendre de l'autorité du peuple, hein, de son, ce que je disais tout à l'heure, pas son autorité, mais Sans son, représentation. non, son pouvoir, sa maîtrise. Enfin bon, je retrouverai après le mot. Bon, et tu le fais dépendre des banques privées qui font le beurre et l'argent du beurre dessus. Et d'ailleurs, ça a un côté revers absolument détestable. C'est qu'aujourd'hui, les banques, et Touati en parle, pour faire de la spéculation sans risque, eh ben, elles achètent des emprunts d'État. Qui sont garantis par l'État, donc sans risque. Évidemment. Voilà. C'est la dette souveraine. Et ils se nourrissent dessus. Et c'est pour ça que les gouvernements successifs, comme ils sont au service des banques privées, font toujours en sorte que le budget de l'État soit en déséquilibre et soit en obligation de faire appel au marché. Parce qu'en endettant l'État, il finance les banques privées. Mais l'effet rotor et avec des effets boomerang terribles, c'est qu'en théorie, le rôle des banques privées, en théorie économique, même Touati serait d'accord, c'est de financer l'activité privée. Le problème, c'est que l'activité privée présente des risques. Imagine une entreprise qui se crée, qui veut créer des fusées pour faire des satellites géostationnaires de communication. Bon, bah, tu ne sais pas si ça va être rentable ou pas au bout de 20 ans. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas séparer les banques de détail Attends, je finis. des banques d'affaires dans la banque? Je finis. Cette activité de prise de risque, dès lors que les banques privées savent qu'il y a les emprunts d'État qui sont garantis et qui ramènent des rendements de 5%, ne vont pas prendre le risque de venir financer une activité privée. Donc non seulement ça endette les États, mais ça ne remplit pas le rôle que devraient remplir les banques privées de financer l'économie. Tu vois un peu? Alors, c'était quoi ta question, excuse-moi? Je dis, on sait que dans les banques, dans une banque, il y a la banque de détail et la banque des affaires. Pour le moment, tout est lié. Est-ce qu'il ne serait pas utile de séparer les deux, c'est-à-dire avoir la banque de détail qui concerne toi et moi, et les banques des affaires, ceux qui spéculent ou trucs, c'est eux qui provoquent ces crises. Finalement, c'est ce côté-là qui provoque des crises, c'est pas la banque de détail. Ne vaut-il pas mieux séparer, comme avait promis à un moment donné sous le gouvernement de François Hollande, ils avaient promis au début de faire cela et qu'ils n'ont jamais fait parce qu'ils ont reculé par rapport à des lobbies. Il nous reste 6 minutes, messieurs. Alors, ce que je propose, Fabrice, parce que c'est un dossier qui est extrêmement percutant, extrêmement profond, et puis qui a suscité des réactions, dans la mesure où on se voit la semaine prochaine, moi, je pense qu'une partie 2 sur la crise bancaire et la crise démocratique, en plus, elle nourrit des réactions. Moi, j'ai quelques SMS, et puis je sais que c'est un dossier profond. C'est un dossier chaud. En plus, le 1er mai va passer, réforme des retraites, on en parlera encore de la crise et autres. Donc, si tu le permets, on a un deuxième acte la semaine prochaine à la même heure avec toi et Dany, puisque là, il nous reste 5 minutes 30 et on a vu quand même, bon, l'avantage, c'est qu'on a pu aborder pas mal de thèmes et je sais qu'il y a des réactions. Il y a Richard aussi qui voulait poser des questions. Donc, je te laisse pour embrayer sur un thème, mais il nous reste que 5 minutes. Moi c'était pratiquement sur la fin de l'exposé que tu nous as remis, là, où en fait tu parles de bipolarité. Bon. C'est-à-dire deux blocs, c'est pas ça? Vas-y, continue. Deux blocs différents, Chine, Russie, etc. Et donc tu parles de ces deux blocs. Et moi, la question que j'avais à poser, c'était les gens qui habitent dans l'un ou dans l'autre des blocs, de quel côté sont-ils le mieux lotis? Et je ne parlais pas des riches, là, hein,
Hein, ça va sans dire. Je parle Question pas des riches, intéressante. parce que les riches, que ce soit en Russie, en Chine ou ailleurs, on voit bien que les milliardaires, il y en a de partout. Et, Et de plus en plus. Ils ont augmenté de je ne sais pas combien. Donc je parlais, et ça peut-être pour la semaine prochaine, peut-être ça, je ne sais pas, c'était de dire, tiens, voilà, où les gens modestes et pauvres sont le mieux lotis. Voilà, hein, c'était une question de fond. Fabrice Aubert. La question est... Non, parce que ça mérite un long développement. Ça mérite un long développement. Je vais finir sur... Je vais finir sur deux choses, si vous permettez. Bon. Je vais reprendre l'intervention de Marc Toiti. Parce que, vous savez, une époque, au moment de la crise, c'était en 2008, Sarkozy a dit « il faut moraliser le capitalisme ». Mais comment veux-tu moraliser un système dont la seule logique, c'est d'accumuler de l'argent? Et parfois sans passer par le cycle productif. C'est-à-dire transformer de l'argent en plus d'argent directement, ça s'appelle la spéculation. Et en terminant, M. Toiti conseille aux agents financiers, tu peux être agent financier en plaçant de l'argent. Donc, il dit, quelle stratégie pour protéger notre épargne? 1. Prudence sur les marchés boursiers. 2. Délaisser les dettes publiques. 3. Garder un peu d'obligations indexées sur l'inflation. 4. Rester sur le dollar ou le franc suisse contre l'euro. Et toute la liste est comme ça. Mais je vous rappelle que ce monsieur, il est français. Et il te dit quoi? Il te dit pas, il te donne pas des conseils pour régler les problèmes du pays. Il se comporte uniquement comme individu de l'homo economicus individus qui ne voit que lui et ses profits individuels de court terme. On n'est pas obligé de l'écouter aussi, Fabrice. Hein. Je ne dis pas ça, mais ce que je veux montrer, c'est que la seule morale du capitalisme, c'est pas la société, c'est l'individu. Et qu'est-ce qui introduit dans le capitalisme de la morale? C'est la lutte des classes. C'est-à-dire quand les gens interviennent sur leurs affaires, sur les circuits financiers, se réapproprient la monnaie et interviennent pour avoir des services publics, à ce moment-là, le capitalisme, en fonction du rapport de force, est obligé de négocier. Et ça a donné toute la période de 1945 à 1973, où il n'y avait pas de chômage, pas d'inflation, pas de délinquance. Et où on ne construisait pas des prisons et où on ne fermait pas des écoles. Victor Hugo disait, si tu construis une école, tu fermes une prison. Eh bien aujourd'hui, on ferme des écoles. C'est ça la réalité. Et ça, tu vois, c'est pas moi qui l'invente. C'est une réalité matérielle. Donc il n'y a pas de morale dans le capitalisme. Il peut y en avoir aucune. Il n'y a que le discours idéologique qui porte le nom de libéralisme qui essaye de te donner l'illusion d'une morale, l'illusion d'une philosophie qui justifie en fait un système d'exploitation. Et le crédit bancaire, c'est avant tout la conséquence, la crise bancaire, c'est avant tout la conséquence de la crise démocratique dans laquelle le peuple a perdu sa souveraineté sur la création monétaire. C'est une crise morale aussi. En Il nous reste 1 minute, messieurs. Voilà. Crise morale, crise démocratique, crise bancaire, extrêmement bien suivie. Je voulais quand même... 1 minute pour conclure cette première partie. Ah bah écoute, j'ai terminé par ce qui est tombé sur BFM TV hier. Ouais, BFM. Ça, c'est une référence. 25 avril. Vous savez qu'il a été à Vendôme. Mais ce gars, c'est un ignorant de l'histoire. Alors déjà, il nous fait les 100 jours. Les 100 jours, c'est Napoléon jusqu'à Waterloo. Donc, et le 14 juillet. Donc on va lui faire Waterloo le 14 juillet. Et en plus, il a été à Vendôme. Mais tu sais ce que c'est Vendôme? C'est la colonne Vendôme. Oui. Et la colonne Vendôme, c'est la place Vendôme qui ouvre sur les joailleries. Mais il est fou, ce mec. Il est fou, il ne connaît pas son histoire. Mais donc, il a pris... C'était le seul fou. Voilà. Il a pris des arrêtés. Et alors, je vous lis le truc parce que c'est génial. Oui, c'est fini. Emmanuel Macron à Vendôme. L'arrêté préfectoral interdisant la manifestation dans le périmètre de la visite du président suspendu par la justice. C'est-à-dire, tu as aujourd'hui des arrêtés pris par les préfets qui sont retoqués par la justice. T'imagines un peu? Ça c'est quand même... Et tu te dis en démocratie, mais attends, Poutine, petit joueur.
On va finir par ça. Si Poutine nous écoute, je suis pas sûr que... Quoique, il pourrait être plutôt fier de cette comparaison. C'est un gag. Bien sûr. Mais en effet, le préfet est contesté par sa justice. C'est un peu le serpent qui se mord la queue et c'est extrêmement révélateur. Merci pour cet éclairage toujours aussi pertinent et spectaculaire. Et on le rappelle, la semaine prochaine à la même heure, avec Fabrice Aubert, avec Dany Bruet et puis l'équipe, Richard, Christian et Richard. Richard, Christian et moi-même. Richard, il vaut pour 2. Exactement. On aura le plaisir d'avoir la partie 2 de la crise bancaire, de la crise démocratique, parce qu'il y a évidemment matière à développer, à approfondir, avec des réactions. Il y a pas de notre argent, là, donc on est très intéressés. Non, pas notre argent, notre monnaie. Notre monnaie. De monnaie, voilà, de monnaie. Et puis Richard a soulevé une question aussi intéressante, presque utopiste, idéologiste ou sociale. Métaphysique peut-être. Où vit-on le mieux? Exactement. Pause musicale sur les ondes de Radio Galère, The Weeknd, Save Your Cheese. Et puis on vous l'avait évoqué précédemment, on a le plaisir de vous faire un dossier sur la belle fête de mai qui aura lieu le 12, 13 et 14 mai. C'est dans quelques minutes sur les ondes de Radio Galère. Merci Dany et merci Fabrice. Au plaisir de vous revoir, messieurs. Et n'hésitez pas d'aller sur la chaîne YouTube Les Déconomistes. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a Thomas Porcher, certes, mais il y a aussi beaucoup de choses à voir. Fabrice Aubert, il y a les rencontres, il y a des thématiques. Ah non, il n'est pas changé. Merci. The Weeknd sur les ondes de Radio Galère. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup.